Depuis maintenant 4 ans, un nom revient de plus en plus souvent sur YouTube. Charles Gave. Entrepreneur, youtubeur, mais avant tout financier, Charles a su imposer une vision du monde à contre-courant. Il revendique une distance vis-à-vis des idées majoritaires, préférant évoluer hors du troupeau. Mais au-delà de ses discours percutants et de sa popularité grandissante, une question se pose. Est-ce que Charles Gave, avec sa vision si particulière du monde, a réussi là où tant d'autres échouent ? A-t-il vraiment surperformé les marchés financiers ou est-ce simplement du bruit médiatique ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux, parce qu'il a lancé sa chaîne, et je me suis souvent attardé sur sa vision du monde, la manière avec laquelle il raisonnait, et bien sûr ses différents principes d'investissement. Et je vous laisse d'ailleurs une petite vidéo. Ne pas avoir peur, le monde actuel est extraordinairement intéressant. Jamais l'espace de liberté individuelle n'a été aussi fort. Il y a des tentatives faites par les États pour continuer à nous mettre en esclavage. Mais grâce à Dieu, grâce à la technologie... En fait, Gave croit fondamentalement aux bienfaits des marchés financiers comme étant le meilleur endroit pour fixer les prix dans le système. C'est-à-dire que, bien évidemment, il est contre l'intervention de l'État pour vous donner des chèques cadeaux, des coups de pouce, des chèques vélo ou autres. Pour lui, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut que ce soit le marché qui fixe les prix. Les relances budgétaires sont à minimiser. Et en fait, dans cette vision-là, il s'inscrit dans la vision d'un économiste très connu du XXe siècle, qui est Milton Friedman. Et forcément, quand on sait que l'idée principale d'un économiste comme Milton Friedman est qu'une entreprise a pour unique et seule vocation de faire du profit, lorsqu'un Charles Gave s'inscrit dans cette vision-là, dans un pays comme la France, qui déteste l'argent et la réussite, forcément il passe pour ce capitaliste très véreux, uniquement tourné vers de la cupidité financière. Mais alors, est-ce que cette vision du monde, est-ce qu'elle est pertinente pour l'investissement ? Est-ce qu'elle permet également d'être plus performant, c'est-à-dire d'être plus intelligent que la moyenne ? Et sur les marchés financiers, ça se traduit de manière très simple, c'est-à-dire que vous soyez à Londres, que vous soyez à New York, que vous soyez à Singapour ou à Pékin, en fait, si vous arrivez à battre les marchés, c'est-à-dire que vous arrivez dans un système qui est très technique, qui est très complexe, vous arrivez à extraire une information et à trouver un avantage concurrentiel par rapport à cette information. Et donc, pour savoir si on peut être plus intelligent que la somme des décisions collectives, je suis allé regarder du côté de sa société d'investissement, GaveCal Fund Management, une société de gestion d'actifs, c'est-à-dire que des gens lui confient de l'argent. Alors, c'est pour la plupart des institutions, donc des banques, des assureurs qui vont lui prêter de l'argent et cet argent va être mis à disposition de Charles Gave, de sa société, pour que celui-ci puisse les investir. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Charles Gave, lui, il est présent depuis plus de 20 ans dans l'industrie financière. Après avoir revendu une première entreprise, il a ouvert ce fonds, GaveCal Fund Management, juste avant le début des années 2000. Et aujourd'hui, c'est son fils qui a pris la succession. C'est lui qui gère en partie la majorité des fonds que détient l'entreprise. Mais bien évidemment, Charles Gave reste le chairman, c'est-à-dire la vision directrice de l'entreprise. Et on comprend bien que par la longévité de sa carrière financière, il a une pleine légitimité à s'exprimer et à donner sa vision des choses. Mais pour le coup, est-ce qu'elle est vraiment performante ? Est-ce que les convictions qu'il a permettent d'avoir de meilleures performances ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cette analyse de portefeuille, je me suis placé d'un point de vue particulier et je me suis dit, moi en tant que particulier, ce que j'ai envie d'avoir, c'est minimum la performance d'un MSCI World. Un MSCI World, c'est juste un ETF qui va répliquer plus de 1500 entreprises dans le monde et ça va représenter la croissance de l'économie mondiale. L'ETF MSCI World, si vous voulez, c'est un peu comme une sphère en mathématiques. Si vous vous placez sur n'importe quel point de cette sphère-là, vous n'avez pas de direction. En fait, vous achetez tout, à la fois le très bon et le très mauvais. Mais c'est pas grave, vous, en fait, à la fin, ce que vous voulez, c'est la moyenne de tout ça. Et cette moyenne, normalement, sur le long terme, elle est plutôt performante. Pourquoi Charles Gave, lui, il passe pas par ça ? Parce que lui, forcément, il a sa propre vision du monde. Il veut justement modeler cette sphère. Cette sphère, lui, il veut en faire une bouteille, un carré, un losange, bref. Il veut en faire quelque chose parce que sa vision du monde, elle doit s'exprimer, elle doit se matérialiser par des convictions, par, des transformations. Et lui, ça se matérialise justement par des choix d'entreprise, de secteur,
de zones géographiques également. Mais un petit rappel, il faut bien comprendre que sur les marchés financiers, il est quasi impossible de battre le marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez battre le marché, il faut 3 avantages concurrentiels. Premièrement, il faut avoir un accès à la donnée, à des informations que la plupart des gens n'ont pas. Donc pour un particulier, forcément, c'est souvent le cas, mais la plupart des professionnels ont une multitude d'accès à des informations. Ils achètent des bases de données, ils payent des journalistes pour aller sur le terrain. Bref, il y a une multitude d'accès à la donnée. Et une fois que vous avez accès à cette donnée, il faut la traiter rapidement. Donc il y a aussi cette vision de rapidité. C'est ce qu'on trouve lorsque vous allez à Wall Street avec le trading haute fréquence. Il faut des technologies pour pouvoir traiter rapidement sur le marché en quelques millisecondes. Et bien évidemment, il faut avoir une analyse de ces données. Parce que vous pouvez avoir des données, mais si vous les analysez très mal, en fait, ça donnera rien. Donc finalement, sur ces 3 avantages-là, on comprend qu'il y a une certaine complexité. D'autant plus qu'avec le temps, en fait, cet avantage concurrentiel que vous allez avoir va s'éroder. C'est-à-dire que plus le temps avance, ça va peut-être durer un jour, 1 heure, 1 an, mais au fil du temps, en fait, la concurrence va vous rattraper et quelqu'un va aussi trouver ça. Et donc, vous ne pourrez plus arbitrer le marché. Donc, on voit bien que c'est extrêmement compliqué d'avoir une conviction et des visions qui sont performantes sur les marchés financiers à long terme parce que vous avez toute l'information collective qui est inscrite dans ces marchés. Donc d'un point de vue particulier, c'est simple, on achète un MSCI World, un point, c'est tout, parce que en fait, en tant que particulier, vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas d'information, vous êtes personne. Donc la seule chose que vous faites, c'est vous achetez un ETF et ça fonctionnera très bien. En revanche, pour Charles Gave, lui qui a une vision du monde, qui a des convictions, lui il peut pas se contenter d'acheter comme vous le MSCI World. Lui, ce qu'il veut, c'est justement se construire un portefeuille. Le portefeuille qu'on va regarder, c'est un portefeuille qui traite ce qu'on appelle le Global Equities, c'est-à-dire qu'il a pour vocation de surperformer cet ETF MSCI World. Donc il doit faire plus, il doit faire mieux, et avec les mêmes caractéristiques d'investissement, c'est-à-dire investir uniquement sur des actions d'entreprise. Pour analyser un portefeuille financier, on ne le fait pas non plus à la volée, on le fait justement par rapport à son indice de référence. Donc comme ce qui est mentionné dans la documentation du fonds, l'indice de référence, c'est le MSCI World. La première chose que l'on va regarder lorsqu'on va analyser son fonds, c'est ses positions géographiques. La position géographique, en fait, elle vous donne la vision des choses d'un point de vue global, d'un point de vue macro, comme on dit, parce qu'elles vont vous donner les zones géographiques, les États, les pays, les continents sur lesquels vont investir le fonds. Et en règle générale, déjà là, on va pouvoir percevoir s'il y a des différences sur la vision d'investissement. Et justement, pour Charles Gave, c'est le cas, puisque les premières zones sur lesquelles il a investi, ce sont les États-Unis, le UK, donc la Grande-Bretagne, et le Canada. Et si on regarde par rapport aux concurrents du fonds de Charles Gave, eux, ils ont plutôt privilégié au détriment du Canada, le Japon. Et ce qu'il est vraiment intéressant de souligner, en fait, c'est pas uniquement les différentes zones géographiques, mais c'est surtout la répartition en termes de pourcentage du portefeuille, parce que lorsqu'on regarde le portefeuille de Gave, on se rend compte qu'il est beaucoup plus diversifié. Ses positions, elles sont bien moins importantes. Alors les États-Unis restent la première pose de son portefeuille, mais ça reste bien inférieur aux presque 70% que la catégorie possède. Et c'est bien là la différence fondamentale. On voit en fait que déjà Charles Gave, lorsqu'il parle des États-Unis, il a une vision très négative. Lui croit beaucoup moins par rapport au marché, justement, aux États-Unis, et il anticipe plutôt un déclin de cette zone. C'est la raison pour laquelle, dans son fonds, la poche est beaucoup plus petite que le reste du marché. En tout cas, on voit que c'est un homme qui tient parole et qui reste cohérent avec ses déclarations. Mais pour autant, est-ce que c'est vraiment audacieux d'avoir cette vision du monde ? C'est ce qu'on va voir si on regarde déjà au niveau des entreprises qu'il possède. Et là, il y a une deuxième différence fondamentale avec l'indice, puisque les entreprises qu'il va détenir dans son portefeuille sont en moyenne plus petites en termes de capitalisation. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des géants comme Apple, Amazon, Microsoft, lui, il va plutôt se placer à une échelle inférieure sur des grandes entreprises. Alors, dans ces grandes entreprises, on peut retrouver du Air Liquide, du Schneider, vous voyez, des entreprises qui sont autour des 200 milliards de capitalisation, mais qui ne sont pas à des niveaux stratosphériques comme Apple. Et ça montre aussi quelque chose, parce que Charles Gave, dans la construction de son portefeuille, il s'éloigne encore une fois de l'indice, parce qu'un ETF a vocation d'être capi-pondéré, c'est-à-dire qu'il va allouer sans arrêt plus de pourcentage aux plus grosses entreprises. Et donc à la fin, votre ETF est principalement focalisé sur des très grandes entreprises, là où un gestionnaire d'actifs, lui, il va plutôt aller chercher des performances sur des entreprises inférieures. Donc une fois de plus, on voit qu'il s'éloigne de l'indice par conviction. Il n'y a pas photo, lorsque vous achetez ce fonds de Charles Gave, vous achetez un vrai travail de recherche, de compréhension et aussi d'expression de conviction.
Mais pour autant, donc on voit que dans la structure du portefeuille, il y a des écarts avec que ce soit la concurrence ou que ce soit l'ETF. Maintenant, on va voir en termes de risque, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a vu que son objectif, c'était de battre un indice, le MSCI World, qui a eu une performance assez incroyable sur les 10 dernières années. Donc on voit que cette tâche est assez compliquée, mais pour faire une analyse encore plus fine et plus pratico-pratique, on va voir avec un exemple concret, c'est-à-dire si vous aviez pu mettre de l'argent chez lui ou sur un ETF. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'ETF d'Amundi, le MSCI World. C'est un ETF synthétique que vous pouvez acheter au travers de votre PEA et qui va vous exposer justement à cet indice-là. Et en faisant ça, en le comparant à cet ETF, on va passer d'une vision plutôt théorique à une vision vraiment pratique. Mais avant de regarder la partie performance et rendement, il est important en finance de regarder un autre élément qu'on appelle le risque. Ce risque, il est mesuré en finance par la volatilité. Alors, c'est quoi la volatilité ? Parce que ça veut, pour quelqu'un de lambda, ça veut tout et rien dire. La volatilité, c'est très simple. En fait, c'est juste les mouvements extrêmes que vous allez avoir autour de votre courbe de tendance, c'est-à-dire la courbe d'investissement que vous allez avoir. Et si vous voulez avoir une vision plus réelle de la chose, il suffit de vous imaginer assis dans un avion. Vous êtes tranquillement en train de voyager entre Paris et les Antilles, et là, tout d'un coup, des turbulences extrêmes commencent à arriver. C'est ça, en fait. La volatilité, c'est ce que vous allez ressentir lorsque les turbulences vont arriver. Donc, plus vous avez de la volatilité, plus vous allez avoir des peurs. Moins vous avez de volatilité, plus vous allez pouvoir voyager tranquillement. Et donc, cette mesure de volatilité, elle se fait au travers d'un ratio qu'on appelle le ratio de Sharpe, qui va mesurer cette volatilité par rapport aux performances du portefeuille financier. Et là, lorsqu'on regarde le ratio de Sharpe du portefeuille de Gav, on se rend compte qu'il est à 0,42, là où celui de l'ETF d'Amundi, le MSCI World, est à 0,83. Et là, ça veut dire déjà quelque chose. Ça veut dire que Charles Gav, dans son portefeuille, a pris plus de risques que l'ETF MSCI World, mais les rendements n'ont pas été au rendez-vous par rapport au MSCI World. Mais ce qu'on voulait savoir, c'était au niveau de la performance, et on va voir à combien elle se chiffre finalement cette différence. Alors, c'est bien beau d'avoir des convictions, mais bon, ces convictions, elles doivent aussi vous permettre d'être au-dessus de la mêlée, d'être meilleur, d'être plus performant. Et dans le cas du MSCI World, en fait, si on regarde la performance sur 10 ans, sur 10 ans, cette performance, elle s'élève à 11% de rendement annualisé. Donc, chaque année, l'argent que vous mettez va être investi à 11%, ce qui est, d'un point de vue économique, énorme, parce que avoir 11% de croissance tous les ans, c'est juste par rapport à l'immobilier, par exemple, on est vraiment sur un niveau qui est extrême. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que votre capital va tripler en 10 ans. Vous mettez 100 000 euros, 10 ans plus tard, vous aurez 300 000 euros sans avoir rien fait. Donc c'est quand même énorme d'avoir cette performance-là. Et justement, forcément, le fonds de Gav, lui, il a eu une performance qui est moindre et qui s'élève à 7,11%. Donc c'est 4% en moins que l'ETF. Alors 4% dit comme ça paraît pas énorme, mais vraiment ça l'est. Parce qu'en finance, aller chercher du 4% en plus, c'est vraiment stratosphérique. Surtout si vous allez chercher sur le long terme pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous allez chaque année performer 4% de plus que votre voisin. Croyez-moi, à la fin, ça va faire une différence. Et on voit clairement que le portefeuille de Charles Gav ne vous a pas fait sous-performer. Vous n'avez pas perdu de l'argent avec lui. Donc ça, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de fonds sur le marché qui vous font perdre de l'argent. Pour le cas du fonds de Charles Gav, il faut recontextualiser aussi. Vous avez gagné de l'argent avec lui, mais par contre, vous avez gagné beaucoup moins que si vous aviez choisi un produit comme l'ETF d'Amundi MSCI World. Alors, comment expliquer cette différence ? Elle est assez simple, ce sont les décisions d'investissement qui font ça. Aller à contre-courant du troupeau, c'est bien, mais sur les marchés financiers, en fait, il faut avoir les reins suffisamment solides. Je pense que sur le long terme, en fait, la gestion passive restera toujours meilleure que la gestion active. Vous pouvez être meilleur en gérant actif sur peut-être 2, 3, 4 mois, mais sur le long terme, vous allez forcément être battu. Finalement, c'est mathématique, puisque les encours, c'est-à-dire l'argent qui est investi sur de la gestion passive, est aujourd'hui supérieur à de la gestion active. Et donc, mathématiquement, comme ce sont des algorithmes qui vont placer l'argent, vous n'allez pas pouvoir concurrencer ce flot d'argent qui arrive. Et puis, peut-être à un autre point pour expliquer ça, il y a aussi les frais de gestion du portefeuille de Gav, parce que forcément, comme tout bon gérant actif, il y a une rémunération au niveau des encours, c'est-à-dire de l'argent que vous placez sur son fonds. Et là, on a 2%, donc ce qui est quand même considérable. Je crois que la conclusion, elle est assez claire et évidente. Il n'y a pas besoin de faire tout un schéma explicatif.
on voit bien, et c'est triste d'ailleurs, qu'on peut avoir des convictions, on peut avoir une vision du monde, mais finalement vous n'avez pas raison, c'est le marché qui a raison, parce que le marché, il est le réceptacle de toute l'information, pas uniquement de la vision d'un homme. Et avoir la vision d'un prophète, c'est quand même très compliqué. Donc moi, à titre individuel, les ETF me conviennent très bien parce que je pense ne pas avoir en tout cas une vision qui puisse surperformer, ni les moyens aussi technologiques qui me permettent de le faire. Mais voilà, Charles Gave, lui, il essaye, et c'est très bien, encore une fois, il n'y a aucun problème à ça. Et je terminerai juste par un point, parce que dans la dernière déclaration de Charles Gave, il nous explique que le portefeuille qu'il avait constitué pour les particuliers, où il investit sur des actions d'entreprises françaises, a surperformé justement l'ETF. Mais est-ce vraiment le cas ? Une nouvelle vidéo arrive sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!